Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel atelier hébergement et nom de domaine. Dans cet atelier, je vais vous montrer en fait comment on va mettre un site en ligne et on va aussi passer en revue un certain nombre d'éléments auxquels il faut faire vraiment attention quand on choisit justement son hébergeur et son nom de domaine. Donc notre objectif c'est de mettre un site en ligne. Concrètement, on va prendre l'ensemble des documents qui composent votre site, c'est-à-dire toutes les pages, toutes les images, le logo, tout ce qui fait que votre site a le résultat que vous voulez. Pour les besoins d'exercice, on va avoir un site que je vous présente ici. Il s'agit tout d'abord d'une première page avec un titre, une image et un lien. Ce lien nous fait naviguer vers une seconde page qui s'appelle Contact et qui a elle-même un lien pour naviguer de retour vers la page d'accueil. Donc voici l'organisation de ce site dans mon ordinateur. J'ai donc un dossier qui s'appelle Mon site. À l'intérieur, j'ai une page qui s'appelle index.html, j'ai une autre page qui s'appelle contact.html et j'ai un dossier qui s'appelle Images. Dans Images, j'ai une image qui s'appelle office.jpg. Donc notre site, il est visible depuis notre ordinateur et maintenant la problématique c'est évidemment de le rendre disponible sur internet. Et c'est là qu'on va avoir besoin réellement d'un hébergeur. L'hébergeur en fait il remplit plein de missions pour nous. Alors concrètement il va prendre notre site, en l'occurrence par exemple un dossier qui s'appelle Mon site, il va prendre ces éléments là et il va les stocker dans son espace à lui, son espace. Concrètement, c'est aussi un ordinateur. L'hébergeur, il nous rend un certain nombre de services. Donc effectivement, il va stocker tout d'abord notre site. Mais il va également rendre l'accès à notre dossier disponible à partir de ce qu'on appelle un nom de domaine. Également, eh bien, il y a une problématique très très importante, c'est que il va laisser ces machines, il va laisser les ordinateurs tourner H24, 7 jours sur 7, évidemment parce que on ne peut pas savoir quand est-ce que les visiteurs vont vous rendre visite sur votre site. Donc on a absolument besoin de laisser accessible le site à tout moment. On peut noter également que l'hébergeur va en fait faire des sauvegardes de notre site à fréquence régulière, c'est-à-dire qu'on va pouvoir remonter comme ça dans le temps au cas où il y a un souci et sur une sauvegarde peut-être à une semaine, 2 semaines. Donc il s'occupe de laisser des versions de notre site qu'on pourrait éventuellement récupérer, ce qui est quand même très très pratique. Également, il va nous protéger des attaques, des virus, et évidemment, si son ordinateur, leur serveur, pour une raison ou pour une autre, tombe, donc n'est plus disponible, et il y a d'autres serveurs qui vont servir de relais. Donc l'idée, c'est évidemment de laisser toujours votre site en ligne pour vos visiteurs. Alors, où trouver un hébergeur? Eh bien, il en existe une multitude sur le marché, OVH, One and One, GoDaddy, Gandhi, tout ça, ce sont des hébergeurs. Les hébergeurs que je vous montre ici sont globalement équivalents en termes de prestations. Alors parfois il peut y avoir des différences en termes de prix, mais en termes de prestations, de garantie pour que votre site reste tout à fait disponible, j'ai pas connaissance de problèmes particuliers, donc vous pouvez aller en toute sécurité, je vous dirais, sur l'un de ceux-là sans problème. Alors quels sont les critères importants à regarder quand vous allez choisir votre hébergement? Eh bien, il va y avoir évidemment une notion de prix, puisque le coût de l'hébergement eh bien, va être fonction de la place nécessaire. Donc l'analogie avec la maison, elle est vraiment assez parlante, je trouve. Concrètement, quand vous démarrez un site internet, vous n'avez pas énormément de contenu, vous avez quelques pages, quelques images, et on pourrait tout à fait imaginer que vous n'ayez pas besoin d'énormément de place. Donc clairement, un petit studio, vous démarrez dans la vie, donc le mobilier basique. Et puis au fil du temps, vous allez avoir de plus en plus d'éléments dans votre site, donc peut-être plus de pages, plus de photos et peut-être de vidéos, et tout ça va nécessiter eh bien, davantage de place, de façon très très logique. Donc vous allez avoir envie un petit peu de pousser les murs.
Et là, votre hébergeur, en général, il ne vous refuse pas un espace de stockage plus grand. C'est pour ça que je vous dirais de toujours commencer avec plutôt un espace de stockage assez restreint, et puis au fur et à mesure de vos besoins, éventuellement de changer d'offre. Alors, quelques éléments importants à regarder dans le détail de l'offre cette fois-ci. Normalement, votre hébergeur donc va vous permettre d'accéder aux sauvegardes, on en parlait tout à l'heure justement, et ces sauvegardes, elles doivent pouvoir être actionnées de façon tout à fait autonome, hein. Depuis le tableau de bord, vous devez pouvoir demander à retrouver une version précédente. Donc l'accès aux sauvegardes, c'est essentiel, ça doit être de façon autonome, que votre hébergeur doit vous pouvoir le proposer, et puis de façon gratuite. Hein, ça fait partie de votre package global. Il va y avoir également normalement la possibilité de créer des emails. Donc imaginons, vous avez acheté un nom de domaine qui s'appelle monsite.com. Eh bien, vous allez avoir la possibilité de créer un certain nombre d'emails qui sont rattachés à ce nom de domaine. Donc ça pourrait être contact@monsite.com, info@monsite.com, ce que vous voulez. Et en général, dans l'offre de base, vous avez 10 emails que vous pouvez créer. On peut également discuter du certificat SSL. Le certificat SSL, donc SSL, c'est Secure Socket Layer. Alors qu'est-ce que ça fait? À quoi ça sert? Eh bien ça va vous permettre de rajouter ce fameux petit cadenas. Le cadenas qui va être visible au début de votre URL, donc pour que votre visiteur puisse être rassuré et qu'il sache qu'il est en fait dans une connexion sécurisée. Éventuellement, si vous êtes sur un site e-commerce, que l'intégralité de ces données ne risque pas d'être piratée. Donc c'est ça que fait le certificat SSL, donc permettre de rajouter ce fameux cadenas et de faire passer en fait votre adresse de HTTP en HTTPS. Il faut aussi noter, petit détail concernant le certificat SSL, que c'est aussi un critère de référencement parce que Google a commencé à pénaliser les sites qui n'avaient pas ce petit cadenas, donc qui n'étaient pas en HTTPS. Petit détail mais super important. Et dernier point à regarder, eh bien, dans le cas où vous allez installer un site WordPress, cette fois-ci, eh bien, attention, vous avez besoin d'une base de données. Cette base de données, elle va vous permettre de faire fonctionner l'installation WordPress. C'est un autre sujet, mais en tout cas, sachez que cette base de données, normalement, elle est aussi comprise dans une offre de base, donc faites attention peut-être au prix trop alléchant mais qui n'aurait pas de base de données dans leur offre de base, et si vous avez dans l'objectif d'installer des pages WordPress, eh bien vous allez être bloqué. Donc voilà globalement les éléments à regarder quand vous allez choisir votre hébergement. Je me suis rendue ici sur le site OVH, donc sur leur site de page d'accueil. Sur la page d'accueil, on retrouve globalement toutes leurs offres. Alors là, c'est juste pour vous montrer en termes de différence d'offres. Donc ils ont l'hébergement individuel, par exemple, qui est à peu près, on va dire, à 2,50 € par mois avec la taxe. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que ils ont mis le petit logo WordPress. Donc là typiquement, ça veut dire ne vous inquiétez pas, il y a une base de données. Il y a un stockage de 100 Go, c'est quand même suffisant, largement suffisant pour démarrer votre site. Donc voilà, ça ce serait tout à fait un bon départ pour choisir un hébergement, et j'imagine que chez GoDaddy et les autres, c'est tout à fait équivalent. Donc voilà, 100 Go, la capacité d'avoir une base de données, si vous avez l'envie d'avoir un site en WordPress. Donc globalement, ça va vous en coûter environ 50 € avec le nom de domaine par an. Il faut savoir que en fait, on loue un hébergement, hein, on ne l'achète pas à vie, donc tous les ans on va vous demander de payer à peu près la même somme, hein, donc je vous dis à peu près 50 €. Donc ça comprend l'hébergement et le nom de domaine. Le nom de domaine, ça fonctionne exactement comme l'hébergement, il faut le renouveler également tous les ans, vous n'en êtes pas propriétaire à vie. Donc ici, je vais commander par exemple l'hébergement individuel. Donc je clique sur commander. On
me présente une page sur laquelle on me demande de configurer mon hébergement web. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que, et alors là, à peu près, ils fonctionnent tous à peu près pareil, on me propose d'installer directement pour moi les pages WordPress ou PrestaShop. Donc ça, c'est suivant votre besoin, mais nous, on va rester sur 100 modules, puisque évidemment, aujourd'hui, on n'a pas d'installation WordPress. Alors si je continue dans la page, eh bien, effectivement, on a la possibilité d'avoir un certificat SSL. Le certificat de base est donc inclus. Et puis vous voyez, en fonction de nos besoins, eh bien, ça peut chiffrer à peu près aller 8-9 € par mois. L'étape d'après, eh bien, c'est de choisir un nom de domaine. Alors en général, quand vous allez acheter votre hébergement, vous allez prendre votre nom de domaine en même temps, de sorte que l'un corresponde à l'autre. Et je vous encourage vraiment vivement à faire comme cela, et ne pas acheter un hébergement chez un hébergeur et un nom de domaine chez quelqu'un d'autre. Ce qui serait possible, mais ce qui va vous exposer après, eh bien, à des petits soucis en termes de raccorder l'un avec l'autre. Bon, c'est pas impossible, mais je vous invite vraiment à la simplicité, donc de profiter effectivement d'acheter un nom de domaine en même temps. Donc là, on me demande de renseigner bien le nom de domaine qui me ferait plaisir, donc je pourrais dire par exemple mon site ou même mon supersite.com. Et je vais tout d'abord rechercher s'il est disponible. Parce que s'il est déjà pris, ça veut dire que je ne pourrais pas utiliser cette combinaison de nom de domaine et d'extension ensemble. Alors, apparemment, mon supersite.com est indisponible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire que la combinaison nom de domaine, donc mon supersite, et l'extension, c'est ce qui vient après, en .com, est indisponible. Et on me propose, juste en dessous, d'autres extensions, avec le même nom de domaine. Donc là, effectivement, je peux choisir mon supersite.tech et un certain nombre d'autres que vous voyez juste en dessous. Pour chaque extension, eh bien, il y a un prix qui est proposé. Et en général, il peut y avoir des grandes différences. Bon là, là-dessus, je m'en sors avec à peu près 3 € par mois. Donc bon, on va dire une fourchette assez raisonnable, mais il y a des extensions qui sont plus demandées que d'autres et qui peuvent être beaucoup plus chères que d'autres. Ce qu'il faut juste remarquer ici, c'est que le nom de domaine en soi n'est pas une propriété intellectuelle. Le jour où vous voulez acheter un nom de domaine, eh bien, moi je vous encourage vivement à acheter au moins 2 extensions. La .com, parce qu'effectivement c'est assez habituel en France d'utiliser le .com, on a l'habitude d'avoir des sites en .com, mais également l'extension .fr. Alors pourquoi je vous encourage vivement à acheter le .fr? Donc imaginons que vous n'achetiez qu'une seule extension en .com et que vous laissiez le .fr disponible. On pourrait tout à fait imaginer que quelqu'un achète le même nom de domaine que vous, mais avec un .fr. Ou avec le .com si vous aviez acheté le .fr. Et ça peut poser des problèmes parce que effectivement en France on est plutôt sur ces 2 extensions là, et suivant les intentions de la personne qui achète le même nom de domaine que vous, mais avec l'extension que vous auriez laissée disponible, eh bien vous pourriez éventuellement vous retrouver dans des situations un petit peu compliquées. Donc moi je vous encourage vivement à, une fois que vous êtes content de votre nom de domaine, à acheter le .com et le .fr. Et ensuite, dans votre tableau de bord, vous allez pouvoir demander à ce que ces 2 extensions, donc mon supersite.com et mon supersite.fr, affichent le même dossier. Donc c'est tout à fait possible. Également, je tiens à vous préciser qu'en termes de référencement, Google favorise les extensions locales. Donc Google favorise les résultats géolocalisés. Donc si l'utilisateur de Google se situe en France, les résultats seront principalement en .fr. Donc s'ils sont en Italie, ils seront en .it. Donc vous ne pouvez pas vraiment faire l'impasse sur le .fr si votre activité est située en France. À présent, je vais pouvoir choisir une extension. Alors peut-être mon supersite.digital. Je vais le mettre au panier. Et puis continuer évidemment la commande.
À présent, on me propose d'autres options, je suis pas obligée d'en choisir particulièrement une. J'ai un récapitulatif, et puis ici, on me dit que j'ai bien mon certificat, j'ai bien un hébergement et un nom de domaine associé. Une fois que j'ai finalisé ma commande, donc là par exemple je suis sur un vrai hébergement qui s'appelle interplay.fr, qui me sert de site de démo, donc j'ai accès à mon tableau de bord. Quand vous allez acheter votre hébergement, eh bien votre hébergeur va vous envoyer un email avec des informations extrêmement importantes, puisque eh bien, dans cet email, vous allez avoir les codes d'accès vers votre espace privé dans leur espace de stockage. Donc vous imaginez bien que l'espace dont vous allez disposer doit être exclusivement réservé, et c'est pour cela que vous allez avoir un identifiant et un mot de passe. Donc c'est grâce à ces codes d'accès que vous allez pouvoir faire passer votre site qui est dans votre ordinateur, donc en local, vers ce qu'on appelle le site distant, donc cet espace de stockage qui est chez votre hébergeur. Donc l'étape d'après, c'est de se connecter donc à notre espace distant. Depuis le tableau de bord, on va avoir un bouton, alors suivant bien sûr l'hébergeur que vous utilisez, la terminologie peut différer, mais ici j'ai un bouton qui s'appelle FTP Explorer. Alors FTP, ce terme, je vais y revenir un petit peu plus tard. FTP, c'est File Transfer Protocol. Et globalement, ce que ça veut dire, c'est une façon de transférer des fichiers d'un ordinateur à l'autre. Pour me connecter à mon espace sécurisé, je dois absolument connaître l'identifiant et le mot de passe que m'a transmis mon hébergeur donc par l'email. Et puis j'ai toujours la possibilité ensuite de modifier ce mot de passe directement depuis le tableau de bord. Donc je vais cliquer ici sur FTP Explorer et je suis redirigée vers une nouvelle page. Donc ici je vais renseigner mon mot de passe. Et j'accède à une nouvelle interface dans laquelle je me retrouve avec pas mal de dossiers. Alors le plus important, c'est celui-ci. On peut cliquer sur le dossier 3W et c'est dans ce dossier que nous allons placer index.html, contact.html et tout ce qui compose réellement notre site. Donc on va aller cliquer sur le bouton Upload ici. Et on a à disposition un bouton choisir un fichier. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va aller se rendre, me concernant, dans Bureau, dans le dossier Mon site, et je vais chercher la page index.html. J'ai la possibilité d'aller chercher un autre fichier. Je vais prendre contact.html. Je vais à présent valider l'action en cliquant sur cette petite icône. Et je suis maintenant redirigée vers une nouvelle page. Je vais cliquer sur la petite flèche bleue et je suis bien toujours dans mon dossier 3W, mais à présent, j'ai deux éléments supplémentaires. À présent, je suis retournée sur ma page qui est hébergée, donc l'adresse est bien interplay.fr et j'obtiens bien ma nouvelle page en ligne. Donc le titre, et ce qui est un lien ici, page contact. Donc si je clique sur page contact, je m'attends à voir ma page contact et à être redirigée vers contact.html. C'est exactement ce qui se passe. Donc contact.html m'affiche bien mon contenu de ma page contact. Je peux faire l'aller-retour sans problème. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Eh bien on peut remarquer que tout d'abord notre image, elle a le signe que elle n'est pas disponible. On voit bien que c'est cassé, donc on aura sûrement quelque chose à faire encore avec l'image. Et effectivement, on n'a pas encore mis notre dossier image qui contient cette image. Et ce qu'on peut remarquer également, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que si je clique uniquement sur mon nom de domaine avec l'extension comme ceci, eh bien c'est la page index.html qui apparaît par défaut.
Donc là, il s'agit du fonctionnement interne de l'hébergement en fait. La page qui va être affichée par défaut, c'est index.html. Si vous renommez cette page avec homepage, landing page, accueil.html, eh bien vous ne donnez pas l'information à l'hébergeur, à l'hébergement, que c'est cette page qui doit être la page par défaut quand on clique directement sur votre URL. Donc faites bien attention de toujours avoir un index.html. Alors l'extension ne compte pas, hein, ça peut être un .php également, mais c'est cette convention-là, le fait que vous indiquiez que votre fichier s'appelle index, qui va vous permettre d'avoir votre visiteur qui, simplement avec votre URL, va afficher le contenu de votre page. À présent, intéressons-nous donc à l'image. On va aller déjà créer un nouveau répertoire, donc un nouveau dossier. On va cliquer sur Nouveau répertoire ici, et on va choisir le nom de notre répertoire. Donc moi je l'avais appelé image, donc vous pouvez renseigner le nom que vous voulez ici. Vous allez valider et retourner en arrière. À présent, on se retrouve avec index, contact et un dossier image. On va aller dans image et on va aller uploader un fichier, c'est-à-dire notre image, et enregistrer. À présent, si on retourne sur interplay.fr, eh bien, on va se retrouver avec notre image qui apparaît bien. Alors, remarquez bien que le dossier qu'on a créé dans l'hébergement qui s'appelle image, il doit absolument s'appeler image parce que nous, on avait également un dossier qui s'appelait image et que dans index.html, le lien vers l'image reprend ce chemin d'accès. Donc on a absolument besoin de l'appeler image, sinon ça fonctionnera pas. Ici je vous montre le code, donc effectivement, hein, la balise image qui est ici, SRC, donc pour source, elle fait bien mention du dossier image. Alors intéressons-nous juste un instant à cette balise image et à ce qu'on renseigne comme SRC. Ce qu'on met entre guillemets réellement, c'est un chemin d'accès. Et ce chemin d'accès, c'est vous qui le fixez. Donc dans notre cas, l'image office.jpg, donc .jpeg, est accessible depuis le dossier image. Ça se traduit comment dans l'URL. Donc je peux tout à fait afficher l'image avec son chemin d'accès. Donc interplay.fr/image/office.jpg. Cette adresse va me servir dans le code pour pouvoir afficher cette image. Donc vous l'avez vu, pour pouvoir transférer des pages depuis votre ordinateur jusqu'à le site distant, donc votre hébergeur, on peut tout à fait passer par le tableau de bord, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors sachez qu'il y a une autre solution qui est aussi utilisée et qui en fait va utiliser un outil, un petit logiciel extérieur qui n'a rien à voir avec votre hébergeur, hein, que vous allez devoir télécharger sur votre ordinateur, et l'une de ces solutions s'appelle FileZilla. Donc FileZilla, eh bien, ça va nous permettre de faire passer des documents de notre ordinateur à notre hébergeur. Ça va faire le pont avec les mêmes identifiants et les mêmes mots de passe qui nous ont servi tout à l'heure à nous connecter à cet espace ici dans OVH qui s'appelle Net2FTP. Donc une fois téléchargé, vous allez obtenir une fenêtre comme celle-ci. Alors, ce qu'il faut surtout remarquer, c'est qu'on a deux grands espaces, un qui se situe à gauche et un qui se situe à droite. Le premier, c'est le site local. Et en fait, il va vous permettre d'accéder à l'intégralité de vos documents. La partie haute va vous permettre de choisir un dossier et la partie basse va vous permettre de visualiser le contenu du dossier. Pour pouvoir utiliser FileZilla, on a besoin de retrouver nos identifiants FTP. Alors on peut aussi remarquer qu'on a un nouveau protocole d'échange de données. Alors concrètement, c'est qu'on est passé du FTP au SFTP. Alors faites bien attention, si cette petite case est cochée, si c'est activé ici, eh bien vous allez avoir besoin de vous connecter en SFTP depuis FileZilla. Dans FileZilla, vous allez cliquer sur Fichier, Gestionnaire de site, et tout d'abord créer une nouvelle connexion. Donc vous cliquez sur Nouveau site et vous donnez le nom que vous voulez. Ici, site web. Dans la partie droite, c'est là que vous allez renseigner eh bien l'adresse FTP, l'identifiant et le mot de passe. Alors, si vous êtes en SFTP, ça vous le voyez depuis votre hébergeur, vous pouvez choisir SFTP ici.
Si vous êtes toujours en FTP, vous pouvez laisser FTP. D'accord? Ça ne change pas grand-chose au niveau des options ici à compléter. En tout cas, on va avoir besoin de l'hôte, de l'identifiant et du mot de passe. Donc, on va reprendre les identifiants que OVH nous a fournis. Donc, on n'a que à cliquer sur serveur FTP ici pour obtenir en fait cette adresse qui commence par ftp. quelque chose. Donc, on va cliquer et on va renseigner cette information dans hôte. On va avoir besoin de l'identifiant. Et bien, l'identifiant, c'est encore une fois celui qu'on peut retrouver dans l'hébergeur. Et le mot de passe, eh bien, celui-ci, il n'y a que vous qui le connaissez. Alors, le port normalement dédié au SFTP, c'est 22, et on va faire connexion. Alors, normalement, au démarrage, quand vous avez une première connexion en SFTP, il se peut que vous ayez ce message. C'est simplement dû au fait que ça peut prendre un certain temps avant que la connexion se fasse réellement en SFTP. Donc, vous pouvez juste cliquer sur OK. À présent, eh bien, on se retrouve avec une succession de messages, tout d'abord dans la partie haute, ici, et normalement, ça devrait vous dire le contenu du dossier a été affiché avec succès. À droite, eh bien, on va avoir une suite de dossiers, et donc celui qui nous intéresse est celui qui s'appelle 3W. Dans 3W, eh bien, je vais me retrouver avec le contenu de mon site. Et effectivement, si je clique dans 3W, juste en bas, eh bien, je me retrouve avec les éléments qu'on avait placés un petit peu plus tôt. Index.html, contact.html. Et si je veux voir le contenu de l'image, je vais cliquer plutôt dans la partie haute. Je clique sur le dossier image pour afficher en bas, ici, office.jpeg. Alors, tout le jeu avec le FTP, c'est de trouver le bon dossier à gauche et de le faire passer à droite, le bon dossier ou le bon fichier, ce que vous voulez, et le faire passer à droite. Donc, dans notre cas de figure, l'idée est de retrouver nos dossiers dans la partie gauche, donc par exemple, me concernant dans Desktop. Dans Desktop, je vais voir effectivement mon dossier qui s'appelle mon site, et dans mon site, je vais voir effectivement les documents qui le composent. Ensuite, je peux tout à fait les passer de gauche à droite, donc j'ai le petit plus qui va être apparent. Alors en général, j'ai un message qui me dit éventuellement que le fichier que je veux passer existe déjà, c'est toujours intéressant. Ce que je peux remarquer ici, c'est qu'ils ont le même poids, donc c'est un indice pour savoir si je fais ou pas une modification. Là, en l'occurrence, je fais 0 modification, puisque le dossier qui était dans mon bureau et le dossier qui est réellement en ligne sont les mêmes. Mais pour notre atelier pratique, je vais mettre remplacer. Et il vient aller se placer juste à gauche. Idem pour contact ou tous les autres éléments de mon dossier. À partir de mon FTP, je peux tout à fait également supprimer un élément. Je pourrais supprimer la page contact. Je vais obtenir un petit message qui me demande de confirmer. Je peux tout à fait dire oui. Alors, si je voulais repasser contact de l'autre côté, donc soit je fais en drag and drop, c'est ce que je viens de vous montrer, ou vous pouvez double-cliquer et ça va avoir la même action. Alors, avant de nous quitter, ce que j'aime toujours faire, c'est faire une petite liste des bugs éventuels. Alors, ce qui peut se passer, c'est que quand vous utilisez FileZilla, éventuellement, vous ajoutez des éléments dans votre site distant et vous ne les voyez pas, vous ne voyez pas les modifications. Alors, pourquoi? Quelles peuvent être les raisons? Alors, il peut s'agir simplement d'un rafraîchissement de FileZilla. Dans ces cas-là, vous allez dans Affichage, Actualiser, et ça pourra éventuellement rafraîchir les fichiers côté serveur. Ça, c'est possible. On a toujours la possibilité également de supprimer le cache du navigateur. Sur Chrome et sur les autres navigateurs, il y a un cache qui s'installe et qui pourrait vous empêcher de voir des nouvelles versions de pages. Donc pensez bien aussi dans votre checklist bug potentiel de supprimer le cache de votre navigateur. Donc, au fil du temps, vous voulez avoir une nouvelle organisation de vos images, éventuellement, et donc vous allez supprimer le dossier image. Je supprime le dossier image, et puis vous vous dites, tiens, je vais passer mon image directement pour qu'elle soit au premier niveau, donc pas besoin qu'elle soit dans un sous-dossier. Donc je pourrais tout à fait faire ça. Là, elle va se placer maintenant au même niveau que contact, que les autres éléments. Alors, je vais rafraîchir mon
FileZilla, toujours. Et je vais me rendre dans la page interplay.fr pour voir le résultat de cette action. Alors, si je me remets sur le site et que je clique maintenant sur le nom de domaine, eh bien, j'ai de nouveau cette image cassée. Donc si j'essaye de récupérer cette image, maintenant elle était initialement dans image/office.jpg et on voit que le serveur me renvoie un message d'erreur. En revanche, si je supprime le dossier image, eh bien j'obtiens de nouveau le chemin d'accès dédié à cette image. Alors l'image est bien sur le serveur, mais ça veut dire que mon code, le code dans index.html, lui, doit être modifié en fonction. Donc à la place d'avoir un chemin SRC avec image/office, je peux cette fois-ci supprimer image. Maintenant que j'ai modifié l'index.html, ce qu'il ne faut surtout pas oublier de faire, eh bien, c'est de passer la nouvelle version d'index.html, qui pour l'instant n'existe que dans notre ordinateur, vers notre site distant. Donc me voilà de retour sur FileZilla. La première chose que je veux faire, c'est actualiser. Comme ça, je suis sûre qu'il y aura la dernière version de index.html qui sera bien pris en compte. Et je retourne dans mon site. Je vois que index est ici. Il fait 350 octets, hein, à la différence du fichier qui est distant qui fait 357. Hein, donc déjà, je me dis qu'on n'est pas sur les mêmes fichiers. Et donc, je vais faire le double-clic pour le faire passer vers le site distant. J'ai le message de tout à l'heure qui me dit qu'il y a déjà un élément qui s'appelle index.html et je vais juste le remplacer. Donc, OK. À présent, je vois que c'est bien le même fichier parce que c'est le même poids. Hein, ça, c'est un bon indice. On peut aussi se fier à la date, ici. Ce que j'aime toujours faire, c'est donc de réactualiser. L'idée, c'est de revenir sur notre hébergement et de constater qu'effectivement, eh bien, notre index.html a bien la bonne version puisque notre image s'affiche bien à présent. Voilà pour la mise en ligne d'un site. Hein, on a vu pas mal de choses puisqu'on a exploré deux façons de mettre un site en ligne directement depuis le tableau de bord de l'hébergeur ou bien en utilisant un outil comme FileZilla. J'espère que cet atelier vous a plu et vous aura permis de mettre votre site en ligne. Voilà, n'hésitez pas si vous aviez des questions et je vous dis à très bientôt pour la suite des ateliers.